Donc vous êtes très nombreux, et ce qui démontre un fort intérêt pour le sujet. Et nous sommes très heureux, Philippe Guillemot et moi-même, de vous accueillir pour ce webinaire au nom d'Alma Pyrénées-Atlantiques et d'Alma Savoie. Alors, l'idée de ce webinaire résulte de constatations de terrain qu'on a faites, enfin, que les bénévoles d'Alma ont pu faire. Et cela nous a conduit à nous interroger sur nos pratiques et plus largement sur la politique de lutte contre la maltraitance mise en place en France. D'où notre intérêt pour le travail actuel de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et aussi sur ce qui se fait à l'étranger, particulièrement au Québec, avec la chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés, qui est, je le souligne, la seule existante en milieu francophone. Donc, merci beaucoup à Alice Cassagrande et à Marie Beaulieu d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Et vous verrez que les travaux qu'elles mènent et dont elles vont vous parler sont en effet essentiels pour nous aider dans notre pratique de terrain. Merci encore à tous d'être si nombreux et présents ce soir. Et je vais passer maintenant la parole à Philippe Guillaume. Merci. Bonjour à tous. Oui, je vous parle aussi au nom de l'équipe d'Alma 64. Ces deux associations appartenant à la Fédération 3917 contre les maltraitances. Alors, on est 135 inscrits aujourd'hui. Et je voudrais évidemment particulièrement remercier nos amis québécois et belges qui sont là en nombre. Et on va pouvoir donc profiter au fond des savoirs et des résonances québécoises de l'équipe de Marie Beaulieu à propos du travail de la Commission française de lutte contre les maltraitances qui est présidée par Alice Casagrande. Donc c'est Alice Casagrande qui commencera et Marie qui continuera. Et puis Florence posera des conclusions. Donc on est là jusqu'à 19h30 à peu près, peut-être un peu plus. Les exposés d'Alice Casagrande et de Marie Beaulieu seront suivis d'un temps de questions-réponses. Alors, ceux qui le souhaitent aussi pourront rester un peu plus longtemps pour un débat à 4. Pour les questions, vous savez comment il faut faire. Il faut utiliser les chats ou lever la main. Comme on n'a pas pu satisfaire toutes les demandes, on enregistre ce webinaire. Alors, vous savez qu'il y a cette question du droit à l'image. Ceux qui ne voudraient pas être vus, il faut couper votre caméra, bien évidemment, et ne pas vous nommer dans les chats, évidemment. Voilà. Donc, on a intitulé ce webinaire nommé la maltraitance. Je ne sais pas comment c'est venu dans ma tête, mais finalement, j'ai une phrase qui m'est venue en résonance. Je ne sais pas d'où elle vient, enfin je sais d'où elle vient, qui est « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Il semble que ce soit une phrase d'Albert Camus, peut-être dans La Peste, je ne sais pas. Mais de mon point de vue, ça ne suffit pas de nommer les choses. Donc, on est bien engagé dans quelque chose qui serait de l'ordre de diminuer, d'atténuer le malheur du monde. Donc, on est bien engagé dans quelque chose qui est de l'ordre du changement. Nommer, c'est pour agir. Nommer, c'est pour garantir une action vers la résolution. Et c'est souvent un peu le volet insuffisant qu'on voit dans notre société française, un peu comme si, une fois l'alerte faite, tout était fait et réglé, alors qu'il y a tellement de choses à faire après l'alerte. Je ne crois pas qu'on puisse dissocier l'alerte et l'action, sinon, à mon avis, ce n'est pas très éthique. En plus, ma déformation professionnelle en tant que psychothérapeute, finalement, je sais que ce n'est pas facile de changer les gens de force. Vous savez, dans un rapport de pouvoir, le style « tu vas changer librement », c'est un peu compliqué. Donc, je me suis questionné un petit peu en introduction comme ça, qu'est-ce qui pourrait faire autorité pour que ce changement advienne? Comment créer les conditions pour qu'un changement advienne? Je me suis appuyé pour ça sur un texte de Catherine Guiton, qui est une collègue aussi psychiatre, qui s'intitule « L'autorité est-elle encore un argument ?» Elle a travaillé beaucoup dans les sciences du risque, dans les syndiniques, qui est vraiment une piste tout à fait passionnante de travail dans la prévention, mais que je ne vais pas pouvoir développer. Donc, je crois qu'elle dit bien, par exemple, que pour éduquer un enfant, il y a 3 niveaux d'autorité. Il y a le niveau de la loi, il y a le niveau des enseignants, il y a le niveau des parents. Et toutes ces 3 conditions conjuguées permettent que l'enfant s'éduque. Je vais essayer de le décliner également dans le cas de la maltraitance, ces 3 niveaux de réalité qui sont donc conjoints, articulés,
qui peut-être permettrait de faire autorité, hein, d'une autorité qu'on s'imposerait, qu'on créerait nous-mêmes finalement. Hein. Faire autorité et changer, c'est perdre une part de liberté au profit de certaines finalités collectives, familiales, etc., etc. Le premier niveau, c'est celui que va présenter Alice Casagrande, c'est le niveau de l'élaboration collective, hein, le niveau d'une dénomination collective qui est co-construite, elle va vous expliquer comment, hein, qui va porter nos visions, nos valeurs à un temps donné, hein, un socle à valeur symbolique de notre réalité, hein, qui va être inscrite, hein, dans la loi, dans des codes, si vous voulez. Hein. Ce travail d'élaboration n'est jamais fini, il est tout le temps à réviser d'une certaine façon. Hein. Il va nourrir, et il est essentiel, ce socle pour nourrir les deux autres niveaux. Donc, c'est une base qui est posée, elle va vous l'expliquer, qui n'a de sens que pour agir. Le second niveau me paraît être le niveau, finalement, de la mise en pratique, le niveau du terrain collectif. Vous savez bien qu'autour des personnes vulnérables, dépendantes ou non, et de leurs familles, se trouve sécrété un réseau de professionnels ou de proches, le plus souvent informels. Des réseaux de professionnels de l'aide, du soin, du contrôle, de la formation. Donc un grand nombre de partenaires, une grande diversité de regards, une grande diversité de pratiques, de mandats, d'appartenance institutionnelle, d'autoréférence. Il y a nos familles en nous, il y a nos injustices vécues en nous, il y a nos histoires intergénérationnelles en nous, qui effectivement sont des facteurs tout à fait importants pour percevoir les maltraitants. Face à la complexité d'une situation et participant à la créer, il n'est pas rare, et nous on l'a constaté, qu'il y a une sorte de cacophonie qui se met en place. Hein. Il y a un morcellement des acteurs. Chacun oublie au fond que notre cerveau ne nous permet pas d'accéder à la complexité. Nous avons une vulnérabilité cognitive à ce sujet. Chacun d'oublier qu'il n'a qu'une vue partielle de la situation, la sienne, celle qui l'ébranle émotionnellement finalement, hein, et à laquelle il croit dur comme fer. Alors que pour développer des actions, il faut être capable de globaliser, il faut être capable d'une stratégie. Et pour ça, il faut travailler ensemble, il faut partager, il faut s'exposer, il faut respecter la vision de l'autre, ne pas la réifier dans une posture de pouvoir, faire prendre d'intelligence collective. Souvent, la maltraitance, j'aime bien le dire comme ça, est un analyseur des pratiques de réseau. Elle révèle, elle met à jour ses difficultés, hein, elle met à jour nos incompétences parfois à travailler ensemble. On a tous bien appris à travailler dans notre métier, hein, de manière correcte en général, mais on n'a pas appris le travail de réseau ensemble. Hein. Et on a vu émerger toute cette question de la coordination. Les amis québécois vont en parler, c'est des choses qu'ils ont créées. Hein. Alors, dans le mot coordination, il y a le mot ordre. Alors, moi, je suis toujours un peu tracassé par ça, parce que l'ordre de qui définit le bon ordre, hein, qui a le pouvoir de dire c'est ça le bon ordre, etc. La notion de coordination, elle existe aussi en France. On a vu des tas de services qui se sont créés, qui commencent à se créer, hein, et qui ont ce mandat, hein, d'essayer de coordonner les professionnels, hein, et donc d'aborder ce travail collectif, justement au moment où les acteurs, si vous voulez, ont du mal à se parler. Donc ça, c'est un enjeu fondamental, hein, quelle pratique pour générer de la confiance entre les acteurs si différents, pour générer de la fiabilité. C'est quelque chose d'essentiel. Bon, je renverrai là, si vous voulez, aux sciences du risque, à la notion de risque psychologique majeur, à la notion d'hyperespace du danger, je ne peux pas développer tout ça. Hein. Donc, tout ça pour dire que nous sommes co-responsables, hein, et si on ne fait pas ce travail, hein, on n'arrive pas à résoudre les problèmes de maltraitance, hein, voire on les aggrave. Hein. Donc ici, c'est nommé pour se battre ensemble, finalement. Hein. Et dans ce sens-là, on a lancé à Alma 64 une expérimentation d'intervention dans le réseau. Je ne peux pas le développer. Le troisième niveau, c'est celui que j'appelle le niveau du cambouis. Hein. Je l'ai découvert comment? Je l'ai découvert en étant psychiatre d'une équipe ambulatoire de gérontopsychiatrie, surtout centrée sur le domicile, hein, où effectivement, les infirmières m'ont enseigné parce que c'est elles qui étaient au contact des personnes à domicile. Hein. Et qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné? Qu'à un moment donné, la maltraitance, elle nous tombe dessus. Hein. Hein. C'est le moment de la détection, quand soudain, une situation fait sens pour les acteurs de terrain qui sont engagés dans un mandat d'aide, de soins, etc. Hein, ça fait sens. Une infirmière du service, elle s'appelait Marie-Louise Dupont, malheureusement elle a disparu, elle appelait ça l'espace de dévoilement. Hein. Cette espèce de moment du passage du privé au public,
hein, où l'intime familial se révèle, hein, et on est en situation de dire il faut que ça cesse, mais où momentanément, on est impuissant à faire cesser les choses. Hein. Donc, moment aussi où les acteurs de terrain perçoivent les signaux faibles, hein, qui vont permettre d'avancer. Bon. Donc la maltraitance se détecte pas seulement avec du cognitif, elle se détecte aussi avec de l'émotionnel. Hein, de l'émotionnel qui peut nous envahir, hein, et qui nous est très personnel. Qu'est-ce qui nous arrive alors? Ben, on voit des professionnels qui sont sidérés, on voit des professionnels qui sont dissociés, on voit des professionnels qui sont dans le déni, on voit des professionnels qui ont peur, on voit des professionnels qui ne savent pas quoi dire, on voit des professionnels qui ont peur de dire et d'être envoyés, des professionnels qui ont peur de dire et d'exposer la victime encore plus. Hein. Il y a des professionnels qui ont envie d'intervenir et de les séparer de force. Il y a des professionnels qui se disent mais qu'est-ce qu'on va créer dans la famille, hein. C'est tout à fait l'actualité, ces choses-là. Donc là, on est dans ce travail sur les mots pour le dire. Hein. Alors, on peut comprendre que finalement, l'alerte, c'est simple comme un coup de fil, quoi. Allô, les experts, vous ne voulez pas régler ce problème-là, hein? Pour les gens de terrain, ils ont un peu cette tendance-là. Hein, on a un peu développé ça, comme si les gens de terrain n'avaient pas de compétences. Ils sont dans une impasse momentanée, mais pour moi, ils ont des compétences. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Ben là, il faut dire des choses qui permettent de qualifier ce qu'on peut vivre, qui nous permettent de nous engager, hein, de dire que ce que l'on voit est insupportable, que c'est moralement réprouvable, ou c'est interdit, ou c'est douloureux pour nous, hein, qui nous oblige à s'engager. En même temps, on doit dire en même temps que nous pensons que les places qu'ils ont prises en faisant cela devant nous a forcément du sens. Hein. Ça a du sens ce qu'ils font, hein, ça a du sens. Et donc, on fait le pari et on s'engage, hein, dans l'espoir d'en parler, de les aider à s'en parler, parce que s'ils arrivent à parler de cette conflictualité, ils vont sûrement pouvoir faire autre chose que du passage à l'acte. Et là, on est effectivement dans un endroit où il y a la question de la perception du consentement des victimes, hein, un endroit où on peut évaluer aussi les compétences et les ressources au changement. Voilà. Donc, je pense qu'il y a ces dimensions-là et il faudrait développer évidemment. Donc ici, nommer, c'est agir finalement. Hein, voilà. Voilà les trois niveaux qui me paraissent intéressants, si vous voulez, hein, intriqués, qui doivent se parler, se nourrir, s'auto-entretenir. Hein, et on peut penser que la maltraitance sera peut-être maltraitée. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe, de cette ouverture et merci, Florence, de cette invitation. Merci à tous d'être venus effectivement si nombreux aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore des micros ouverts. Si vous pouvez tous désactiver le son, ça sera commode. Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Alice Casagrande et donc j'ai répondu à l'invitation de Philippe Guillemot et de Florence ce soir pour vous présenter une démarche, ou plus exactement le résultat d'une démarche qui est conduite sous l'égide de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance, qui est commune au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge et au Conseil consultatif des personnes handicapées. Je vais essayer de partager avec vous un diaporama. J'espère que vous le voyez. Est-ce que vous le voyez correctement? Je l'espère. Je n'ai pas de possibilité de vous voir, mais j'espère que après… On ne le voit pas encore, Alice. Ah, alors. Pardon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Marie. Pardon, ça a pris quelques instants. Donc, je voudrais effectivement vous présenter ce vocabulaire partagé de la maltraitance et je voudrais le partager avec vous suite au très long travail qui a été poursuivi donc sous l'égide de cette commission qui a été prévue dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Et je vais parler au nom d'une équipe puisque Dominique Terrasson et Colline Boulard de la Direction générale de la cohésion sociale sont évidemment mes coéquipières de ce travail. Et c'est moi qui prends la parole, mais c'est toutes les trois qui avons été à la manœuvre avec beaucoup d'autres. Je vais essayer de vous présenter ça. Alors, un vocabulaire partagé sur la maltraitance. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, une commission, comme il y en a beaucoup, se dit qu'il faut un vocabulaire particulièrement sur ce sujet? Eh bien, on peut essayer de le dire en termes très simples.
pour que les personnes qui la subissent sachent que ça n'est pas normal, pour qu'elles trouvent dans ce vocabulaire, avec une certaine clarté, on l'espère, la possibilité, l'autorisation, l'invitation à en parler et à trouver du soutien. Donc, les premiers destinataires de ce vocabulaire sont les personnes directement concernées. Deuxième objectif de ce vocabulaire, c'est, je vais le dire très trivialement, parler la même langue pour tous les publics en situation de vulnérabilité et donc pouvoir travailler mieux ensemble. Tous les publics en situation de vulnérabilité, mineurs, majeurs, citoyens aînés, personnes en situation de dépendance somatique, personnes en situation de perte d'autonomie, personnes en situation de précarité. Nous avons un ensemble de situations, on y reviendra, et traditionnellement, ces situations pouvaient donner lieu à des maltraitances, mais ça donnait lieu du coup à des définitions différentes. Troisième espérance, vous en êtes un petit peu l'incarnation, c'est de réactiver les décisions sur le sujet. Alors, il faut dire évidemment, et Philippe Guillemot l'a déjà dit, que le sujet, il est déjà réactivé tout seul. Il est réactivé tragiquement, vous le savez bien, dans les établissements qui accueillent des personnes âgées à l'occasion de certaines situations liées à la crise sanitaire. Et il est aussi réactivé, vous le savez bien, dans le domaine de la protection de l'enfance avec des actualités tout à fait violente. Je vois sur le chat que quelqu'un demande si vous aurez le diaporama, et bien sûr, vous aurez le diaporama. L'espérance aussi, c'était de mettre en visibilité les maltraitances dans leur diversité. Dans un certain nombre de cas, quand bien même on sait qu'on a affaire à de la maltraitance, on en a une représentation, je vais dire, caricaturale, par exemple, qu'elle est forcément intentionnelle, par exemple, qu'elle laisse des traces physiques ou encore qu'elle est équivalente à un traitement pénal. Or, le phénomène de maltraitance dans notre compréhension est plus large et plus vaste que cela, mais il faut donc le définir et en définir les contours. Puis dernier point qui n'est pas des moindres, c'est de faire mieux comprendre à ceux qui n'exercent pas nos métiers de quoi nous parlons. Parce qu'il est vrai que nous avons besoin d'une conception partagée, pas seulement au sein du secteur, j'allais dire, sanitaire, social, médico-social, comme on dit dans notre jargon, pas seulement par les bénévoles et les professionnels engagés, mais aussi, il faudrait le rappeler, par les fédérations sportives, par l'école, par l'Église, bref, par tous les citoyens qui sont amenés à côtoyer des personnes dites en situation de vulnérabilité, et j'y reviendrai. Donc voilà toutes les vocations, et vous le comprenez, l'idée c'est de faire mieux, et effectivement, comme disait Philippe, il s'agit de nommer pour agir. Alors, un vocabulaire partagé sur la maltraitance, d'accord, mais comme chacun part d'une certaine sensibilité au sujet, d'un certain angle sur le sujet, eh bien, il n'est pas forcément évident de construire ce vocabulaire, ça ne va pas de soi. Je vais vous donner un exemple. Dans les références internationales qui servent aux professionnels, eh bien, nous avons très souvent une définition qui se situe par public spécifique et par conséquent, ça contribue à diviser, à parcelliser cette définition. Il fallait donc imaginer une méthode qui nous permette d'associer d'emblée autant de parties prenantes que possible pour que ce vocabulaire soit véritablement partagé. Alors, comme on a affaire à une controverse, on se dit il faut quand même qu'on ait une autorité derrière nous, il faut qu'on ait une méthode. Enfin, si vous voulez trivialement, il faut que ce soit du lourd, quoi. Et donc, nous nous tournons pour son aide méthodologique vers la Haute Autorité de Santé. Je précise son aide méthodologique puisque nous n'avons pas agi sous la gouvernance de la Haute Autorité de Santé et ce consensus n'est pas endossé par cette institution. Il a été validé au Collège de la Haute Autorité de Santé il y a 2 jours, mais ça n'est pas notre autorité de tutelle. Nous avons donc utilisé une méthode qui s'appelle la méthode du consensus formalisé et cette méthode, elle prévoit au fond 3 choses. Elle prévoit un groupe de pilotage, un premier cercle, si vous voulez, d'une vingtaine de personnes qui va proposer une matière, qui va se risquer à lire tout ce qu'il peut, à utiliser tout ce qu'il peut à la fois du droit, de la réglementation, de France, de l'étranger, pour proposer une première matière. Deuxièmement, vous allez avoir un groupe plus élargi d'une quarantaine d'experts, ce qu'on appelle le groupe de cotation, qui va noter chaque proposition dans la matière proposée. Et puis enfin, vous avez un troisième cercle encore plus élargi,
environ une centaine de personnes qui vont participer à la discussion, qui vont venir amener la controverse, les questions, les débats et qui vont permettre aux experts en charge de la cotation finalement de se prononcer une troisième fois. Il y a 3 étapes et à travers ce processus en 3 étapes, que je ne vais pas détailler parce que nous n'avons pas le temps, mais à travers ce processus, il y a une maturation qui se produit d'acteurs qui réfléchissent ensemble, qui se contredisent. Nous avions une matière qui ne pouvait pas quand même complètement respecter ce processus de la Haute Autorité de Santé parce que ce processus, il est fait pour des matières médicales, si vous voulez, il est fait quand même pour arbitrer sur les meilleures pratiques pour opérer telle opération, pour faire tel geste technique. Or, je crois qu'il n'y a personne de mieux placé que vous tous pour savoir que ça n'est pas très simple et unidimensionnel de traiter une situation de maltraitance. Nous avons donc dérogé à certaines règles de la Haute Autorité de Santé en lien avec les décisions du groupe de pilotage. Alors, comment est-ce qu'on a dérogé? D'abord, on a inclus des acteurs qui n'étaient pas habituels. Dans la démarche de la Haute Autorité de Santé, il est normal d'avoir des chercheurs internationaux comme Marie Beaulieu qui a participé à notre démarche, comme Hilary Brown qui était expert au Conseil de l'Europe et qui a élaboré les travaux du Conseil de l'Europe sur la maltraitance des adultes en situation de handicap. Ça, c'était relativement classique. Ce qui l'était moins, en revanche, c'était par exemple d'associer à notre réflexion les syndicats salariés, parce que vous le voyez bien, quand on traite de la maltraitance, et par exemple quand on arrive sur des sujets de maltraitance institutionnelle, eh bien, évidemment, des syndicats représentatifs de salariés ont toute leur place. Autre exemple qui vous surprendra peut-être, les ministères, les autorités publiques, les départements, les agences régionales de santé ne sont pas d'habitude dans le processus de la Haute Autorité de Santé, et pour cause, puisqu'ils sont estimés juges et parties. Et dans ce processus-là, nous avons estimé que les agences régionales de santé, les départements, étaient bien sûr des acteurs qu'il fallait associer, de même qu'il fallait associer les ordres professionnels, les avocats, de même qu'il fallait associer, et c'était le cas, et nous l'avons particulièrement soigné, des personnes premières concernées qui faisaient partie du groupe de pilotage, du groupe de cotation et du débat élargi. Nous avons aussi adapté notre processus de consensus, parce que normalement, le processus de l'HAS, si vous voulez, c'est en gros, le groupe de pilotage se réunit, décide d'une matière, l'élabore et puis l'envoie aux experts. Les experts sont derrière leur ordinateur, disent oui ou non, ou j'aime bien, ou j'aime pas tellement un certain nombre de formulations, et puis ils se réunissent, ils discutent de leurs arguments respectifs et ils retournent derrière leur ordinateur. Bon, alors peut-être que mon vote a évolué, peut-être pas. Et puis à nouveau, débat élargi et à nouveau, dernière étape de cotation. Mais vous savez bien que l'année dernière, aucune réunion d'aucune sorte n'était possible. Nous avons donc choisi de faire mûrir la réflexion d'une manière un petit peu différente, en permettant d'une part aux acteurs d'écouter des webconférences préparatoires sur l'écoute téléphonique. C'est Pierre Chernikov pour le 3977 et puis son homologue du 119, donc pour l'enfance en danger, qui était présent. Nous avons eu également une webconférence qui associait la voix des personnes concernées par la présence de Noémie Nolot du CNCPH et de Gabriel Chouin, qui est élu dans des instances de représentation de la protection de l'enfance. Nous avons aussi exploré le sujet de la maltraitance institutionnelle. Nous avons exploré le sujet de l'aspect juridique, pénal de la maltraitance. Et puis, nous avons aussi exploré l'aspect de la recherche avec Marie Beaulieu et Hilary Brown. Je vous le reprécise, toutes ces visioconférences sont disponibles sur le site du ministère de la Santé. N'hésitez pas à les consulter. Elles permettent des approfondissements sur une matière qui le mérite. Il y a eu toutes ces webconférences, il y a eu tous ces débats préparatoires, et puis nous sommes arrivés au débat élargi et nous avons discuté des thématiques les plus disputées, les plus controversées. Alors, quelles étaient les disputes, en fait? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait tension? Premier sujet de tension, et non des moindres, c'était est-ce qu'on peut avoir la même définition pour les mineurs et les majeurs? Ça ne marche pas, cette histoire. Les textes internationaux, ils précisent bien, OMS, ONU, Conseil de l'Europe, il y a les enfants, et puis vous avez les personnes âgées, et puis vous avez les personnes en situation de handicap. Et donc, un certain nombre de personnes nous ont répondu, écoutez, vous êtes ambitieux, c'est bien d'être ambitieux, mais enfin, vous voyez un peu grand là quand même. Et ça, c'était un des premiers problèmes. Deuxième problème, est-ce qu'il fallait parler de personnes vulnérables, de personnes en situation de vulnérabilité? Qu'est-ce que c'était cette affaire de vulnérabilité? Troisième exemple,
on dit qu'on maltraite des personnes vulnérables, des personnes en situation de vulnérabilité. Est-ce qu'on maltraite aussi des aidants? Est-ce que, après tout, les aidants peuvent être considérés aussi comme des victimes de maltraitance? Etc., etc. Je ne vais pas m'attarder plus sur les points de controverse. Chaque atelier a été assez animé et a donné lieu à une restitution qui a fait l'objet finalement d'une dernière version. Et cette dernière version, après tous ces échanges qui avaient duré donc un processus de près d'1 an, ont été soumis aux experts en charge de la cotation une dernière fois. Et nous avons vu avec un grand soulagement le consensus apparaître. Ça n'était pas du tout gagné d'avance. Alors, c'est quoi le résultat? Eh bien, le voilà, vous allez peut-être trouver ça tout bête, mais j'espère que ça vous intéressera. Une définition issue de cette démarche nationale qui va donc maintenant faire référence en France, à la fois pour les acteurs forces de l'ordre, monde de la justice, bénévoles, intervenants sociaux, médecins, intervenants soignants. Voici cette définition que je vous propose de partager ensemble. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Je voudrais, si vous voulez bien, prendre quelques instants autour de cette définition et bien sûr, je vous laisserai le soin de poser vos questions si vous le souhaitez. Une personne en situation de vulnérabilité, ça n'est pas une personne vulnérable. Être vulnérable n'est pas un caractère d'une personne du début à la fin de sa vie. Donc, la vulnérabilité, c'est une situation. On y entre, on en sort, elle évolue. Et d'ailleurs, la maltraitance peut faire partie des facteurs qui rendent vulnérable. On n'est pas vulnérable et nous avons donc choisi de déroger au vocabulaire qui est celui du code pénal, comme vous le savez. Nous avons parlé d'une personne en situation de vulnérabilité. Et vous voyez sur la définition, il y a un petit 1. Et ces petits chiffres vous indiquent que cette notion, elle est précisée dans le lexique qui accompagne la définition. Je n'aurai pas le temps de m'y attarder, mais sachez que nous avons réfléchi sur ce que signifiait cette situation de vulnérabilité pour les personnes donc, qui pouvaient être victimes de maltraitance. Un geste, une parole, une action ou un défaut d'action, jusqu'ici, c'est tout à fait conforme à la littérature internationale et puis c'est conforme aux deux formes que prennent la maltraitance. Une action, c'est une violence, ou un défaut d'action, c'est une négligence. Et vous retrouvez à la fin de la définition violence et négligence, qui sont aussi du vocabulaire du code pénal. Maintenant, quel est l'effet de la maltraitance? Il porte atteinte au développement. Alors, c'est une notion, le développement, qui était beaucoup plus utilisée dans le vocabulaire de la protection de l'enfance, l'idée étant que dans le monde de l'enfance, un acte de maltraitance freine la croissance de l'enfant, son apprentissage, son sentiment de sécurité, son affirmation identitaire, freine parfois même son développement locomoteur. Eh bien, nous avons choisi d'utiliser cette notion et de l'importer pour les adultes et tous les adultes, y compris les adultes vulnérables en termes économiques, y compris ceux qui sont avancés en âge, qui sont atteints de troubles cognitifs, y compris les personnes en situation de handicap. Pour tout le monde, il est une évidence qu'un adulte se développe. Par exemple, le monde de la formation professionnelle le sait bien, on parle de formation tout au long de la vie. Et pourtant, nuire au développement d'un adulte n'était pas mentionné jusqu'ici comme le fait d'être maltraitant. Pourtant, empêcher une personne en situation de handicap de croître, d'apprendre, de se développer, de travailler, d'avoir des amis, empêcher une personne âgée de finir sa vie et de croître en termes relationnels, émotionnels, sociaux, intellectuels, spirituels, familiaux, etc. C'est de la maltraitance. Je m'y attarde parce que vous avez là l'une des grandes nouveautés de ce vocabulaire. L'atteinte au droit, je vais moins en parler, je pense que c'est classique. L'atteinte aux besoins fondamentaux. À nouveau, ici, nous avons la notion qui est issue de la protection de l'enfance. L'idée étant, il y a maltraitance quand un enfant voit que ses besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits.
Qu'est-ce que c'est ces besoins fondamentaux? Eh bien, c'est drôlement intéressant d'y penser en temps de Covid, parce que ces besoins fondamentaux, c'est par exemple les besoins socio-relationnels, affectifs et les besoins de sécurité. Imaginez-vous que nous élaborons ce vocabulaire en plein temps de Covid et que donc la question de l'atteinte au droit ne suffit pas forcément. Peut-être qu'il faut parler des besoins fondamentaux pour toucher, par exemple, ce que vivent les personnes âgées en EHPAD quand elles n'ont plus du tout de possibilité de parler à autrui, d'être touchées, d'entrer en relation, d'avoir une relation affective avec quiconque. Je m'attarderai moins sur la notion de la santé, bien sûr, puisque c'est une évidence, et je m'attarderai moins également sur la suite de la phrase, la relation de confiance, la relation de dépendance, la relation de soins ou d'accompagnement. Ce sont des grands classiques des textes internationaux que vous connaissez. Dernier paragraphe, et j'irai très vite, c'est des choses que vous savez, mais on a trouvé nécessaire de le rappeler dans la définition, que les situations pouvaient être ponctuelles, mais parfois, hélas, très durables, que l'intention pouvait y être ou pas, et surtout, et c'est une originalité internationale à notre connaissance, nous avons choisi de mettre dans la définition le fait que l'origine de la maltraitance peut être individuelle, peut être collective ou institutionnelle. Les usagers, qui étaient très nombreux dans notre démarche, ont beaucoup insisté pour dire qu'effectivement, ils avaient pu rencontrer des situations interpersonnelles de maltraitance, mais ils avaient aussi connu finalement des difficultés systémiques beaucoup plus généralisées. Et nous étions là encore soucieux dans la commission que ce vocable de maltraitance institutionnelle soit installé dès la définition, avec bien sûr un contenu précis ensuite. Voilà, et dernier point, les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées. Vous le savez bien, on peut être à la fois dans une maltraitance psychologique et financière. On peut voir son intégrité physique touchée, mais aussi d'autres formes de violence exercées contre soi. Cette définition s'accompagne, je vous l'ai dit, d'un lexique. Je ne vais pas y revenir puisque je viens de vous les expliquer, ces différents mots. Et puis, d'une démarche de caractérisation, c'est-à-dire un ensemble de points qui nous semblent importants pour que la situation soit bien analysée. La typologie, c'est du grand classique. Est-ce qu'on a affaire à une maltraitance financière, une maltraitance physique, une maltraitance sexuelle? Est-ce qu'on a affaire à une négligence? Tout ça n'est pas la même forme. Et vous verrez dans le corpus qu'il y a énormément d'exemples. Et ces exemples, je regrette de dire qu'ils nous ont été tirés de la réalité, c'est-à-dire des personnes, des usagers qui étaient présents, qui donnaient des exemples très précis, éclairants, mais aussi, par exemple, des départements, des bénévoles du 3977 qui donnaient des exemples de situations qu'ils souhaitaient voir figurer dans la caractérisation pour éclairer l'analyse et pour lui donner un petit peu de chair et ne pas rester dans le concept. Deuxième précision pour analyser une situation, le lieu, est-ce que c'est le domicile, le transport, est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est l'église, est-ce que c'est le domicile de l'auteur, le domicile de la victime ou une institution? Et puis, nous poursuivons dans des choses tout à fait classiques. Qui est la victime? Est-ce qu'elle est mineure, majeure, en situation de vulnérabilité sociale, en situation de handicap, etc. Quatrième point, l'auteur. Dans quelle relation est-il avec la victime? Là aussi, du grand classique. Peut-être faut-il quand même préciser que nous avons différencié l'auteur et l'échelle de responsabilité. Il y a des moments où une aide-soignante au 3e étage d'un EHPAD est effectivement l'auteur d'une violence ou d'une négligence, et pour autant, est-elle la seule qui doit avoir sa responsabilité engagée? Par responsabilité, je n'entends pas seulement juridique, j'entends aussi éthique. Il y a des moments dans lesquels c'est plus large que cela. C'est pour ça que nous différencions l'auteur et l'échelle de la responsabilité. Derniers éléments, la temporalité. Est-ce que la situation dure depuis un jour, une semaine, un mois, 5 ans? Et enfin, les mesures correctives. Est-ce que ça a fait l'objet d'un signalement? Est-ce que ça a fait l'objet d'un traitement social, d'une enquête, d'une démarche d'inspection, d'une médiation, d'une conciliation, etc., etc. Voilà le corpus que nous vous proposons, donc définition, lexique et caractérisation. Les nouveautés, je vous les ai données. La transversalité à tous les publics, tous les acteurs, que vous soyez à l'école, que vous soyez juge, que vous soyez travailleur social, que vous soyez puéricultrice, c'est le même vocabulaire pour travailler ensemble. On a étendu aux majeurs des concepts qui étaient surtout utilisés pour les mineurs, je vous l'ai dit, et je le redis, les besoins fondamentaux, le développement, mais aussi, c'est une nouveauté, l'exposition à un environnement violent.
Le monde de la protection de l'enfance a identifié que des bébés, que des tout-petits qui étaient exposés et témoins de violences au sein du couple parental, au sein du couple dans lesquels ils grandissaient, étaient en fait eux-mêmes victimes de violences. Ce concept qui est maintenant établi dans la protection de l'enfance ne l'était pas du tout pour les adultes. L'idée qu'un malade d'Alzheimer dans un EHPAD soit entouré de violences entre des résidents ou de violences entre des professionnels n'était pas identifiée comme une maltraitance. Pour le champ des mineurs, en revanche, nous avons axé les choses d'une façon un peu nouvelle parce que nous parlons de la maltraitance institutionnelle, là où la protection de l'enfance était traditionnellement très axée sur le sujet de la maltraitance au sein des familles. Donc voilà, notre intention, c'était de faire dialoguer les mondes des mineurs et des majeurs et la société civile avec cette notion si difficile. Pour le reste, je crois vous avoir expliqué que nous mentionnons la maltraitance institutionnelle dans le corps même de la définition, que nous préférons situation de vulnérabilité à personnes vulnérables et que nous sommes très heureux de cette méthode pluraliste et innovante. Maintenant, l'étape, c'est celle que nous avons ce soir, se rencontrer, en parler, critiquer, s'approprier, créer des outils avec votre aide, évaluer ce vocabulaire et le réviser, c'est prévu dans les 3 ans. Il n'est pas parfait, il est perfectible. Et puis quand même, veiller à ce que effectivement cette sphère dont parlait Philippe, c'est-à-dire ce registre de la loi, s'impose bien à tous, se propose mais s'impose. Et donc, inscription dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la santé publique. Je vous remercie, pardon d'avoir été si longue. Je vous propose maintenant, si vous voulez, de passer à la discussion. Et donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser vos questions. Alors, vous avez le petit dispositif de lever la main sur Zoom, que vous connaissez peut-être. Dans le petit onglet participants, vous avez une possibilité de lever la main. Comme vous êtes très nombreux, je ne peux pas vous proposer tellement de me faire signe de la main parce qu'il y a beaucoup d'écrans qui ne sont pas ouverts. Mais je vous invite à lever la main sur Zoom si vous souhaitez poser des questions. Bon, je crois que j'ai absolument assommé tout le monde. Eh bien, écoutez, je ne vois pas de main levée, donc manifestement, c'était parfaitement limpide, ou alors vous êtes parfaitement en état de sidération. Là, il est où? Je suis partie. Eh bien, écoutez, si tout est clair. Je suis Véronique. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout à fait. Bonsoir. Ah, voilà. J'avais un petit problème de micro. Je vous en prie. Oui, je suis Véronique. Voilà, Véronique Wacham, je suis infirmière. En fait, au tout début de la présentation… On nous entend, je pense. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. D'accord, merci. En fait, je voulais surtout dire qu'en écho à la première présentation de M. Philippe Guillemot, m'est venue en écho tout à fait une situation d'une professionnelle ce matin que j'ai eu au téléphone, puisque moi-même, je fais de la médiation et de la coordination pour les professionnels, pour le public demandeur d'asile et le public précaire au domicile, précaire et vulnérable. Et par exemple, je collabore avec une infirmière libérale qui ce matin, enfin hier déjà, me laisse un message, j'en peux plus, avec, on va dire, Monsieur Durand, il m'insulte, il dit que je ne sers à rien, j'ai besoin que tu interviennes plus souvent, je ne sais plus quoi faire, il m'insulte, je suis à bout, j'en ai marre. Voilà. Je voulais juste vous dire ça parce que moi aussi, je l'entends, cette maltraitance. Et comment elle rentre chez elle, ok, elle est infirmière libérale et comme moi, on voit un tas de publics en souffrance et on est parfois les éponges. Hein. Donc, on est aussi… Alors, je ne dis pas qu'on est maltraité parce qu'on a aussi la capacité de faire avec, parce qu'on a non seulement choisi le métier, mais on a des supports, on a des aides.
Et la preuve, ce soir, vous nous proposez ce webinaire et c'est une aide énorme. Et je me dis, mais finalement, la pauvre Pauline, elle est toute seule dans son coin et elle se sent, oui, abandonnée. Et pour moi, je l'ai ressenti comme mince, il faut que je l'aide, quoi. Donc, on a échangé hier tardivement jusqu'à 20h, SMS, WhatsApp, enfin, voilà, parce que ça m'embêtait de la laisser toute seule. Il se trouve que, bon, moi, j'ai beaucoup d'années d'expérience de travail, ça n'empêche pas. Elle est jeune dans la profession, elle a le courage de se mettre à son compte. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu de la maltraitance, ces infirmières libérales qui sont toutes seules finalement. Merci. Merci Véronique. Je pense que vous soulevez un point très, très important qui est la réverbération, en fait, la circulation de la violence. Nous, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé la démarche, on s'était dit le mot maltraitance, en fait, il ne marche que pour les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Et puis, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un usage du mot qui ne nous appartenait pas. Que vous imaginez bien, les syndicats salariés, par exemple, ils ont parlé de maltraitance des professionnels, alors peut-être pas forcément par la solitude, mais ils ont beaucoup parlé de solitude. Et puis, on a entendu parler de maltraitance des femmes aussi. Alors, est-ce que c'était des femmes, est-ce qu'il fallait parler de violence ou de maltraitance? Je ne tranche pas. Et puis, vous savez bien que ce mot est utilisé dans des tas de contextes. Alors, plutôt que d'arbitrer, ce qu'on s'est dit, c'est nous, on va s'attacher à ce qu'on connaît un peu mieux, c'est la maltraitance des personnes qu'on a appelées en situation de vulnérabilité. Ce que vous posez comme question, c'est quoi la situation de vulnérabilité? Parce que normalement, on devrait se dire, oui, le code pénal nous aide, hein, le handicap, la femme enceinte, le mineur, etc. Ben oui, mais sauf qu'en fait, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et à certains moments, et ça, Marie Beaulieu et Hilary Brown nous l'ont beaucoup dit, la maltraitance vulnérabilise ceux qui en sont témoins, qui en deviennent partie prenante, et on est dans des interactions avec des épuisements et des difficultés. Et donc, il faut bien admettre que la violence, ça circule et que c'est difficile de faire des parois entre un espace et un autre, un monde et un autre, même si je suis d'accord avec vous, on a des outils en tant que professionnels, en tant que bénévoles, qui font qu'on est un peu moins exposé. Mais évidemment, ces frontières, elles sont sans cesse repoussées. Je crois que Madame Abérard souhaitait dire un mot. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, Madame Abérard? Oui, parfait. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonjour à tous et merci pour cet exposé. Je suis arrivée un tout petit peu en retard, donc je n'ai pas entendu tout, mais surtout le vôtre. Je me présente, donc je suis référente personnes âgées handicapées. Je travaille pour le département de la Savoie. Évidemment, la maltraitance, comme vous l'avez amené, parle forcément parce que pour le coup, c'est transversal à tous les âges. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant et important. Moi, j'ai fait avant de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je fais beaucoup auprès de la personne âgée pour le maintien à domicile, pour mettre en place des aides à domicile. Ce qu'on constate au quotidien, c'est qu'on a un arsenal, et tant mieux, pour la protection de l'enfance. Il y a tout un tas d'outils et de plus en plus d'outils pour travailler sur l'aide à la prévention et la protection des enfants et des familles. Sauf que du coup, on n'a pas l'équivalent auprès des personnes âgées. Et on est des fois même, on parle entre nous d'une IP, une information préoccupante auprès des personnes âgées parce qu'on aurait les mêmes besoins en fait. Les mêmes questionnements, les mêmes instances. Il nous faudrait des instances pour réfléchir ensemble à ça, avec nos partenaires, avec peut-être aussi sur le plan légal, sur le plan voilà. Et on n'a pas tout cet arsenal-là. On se sent très démunis. On a la plupart du temps, la seule réponse qu'on a, c'est le signalement au PROC, qui est quand même extrêmement limité. Ça ne répond quasiment pas ou très peu aux situations qu'on rencontre. Et ça limite beaucoup ce qu'on a besoin de faire auprès des gens justement qui sont dans ces situations de maltraitance. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, moi, je suis contente de voir le travail que vous avez fait parce que c'est une avancée dans le travail, dans la définition de la maltraitance et en espérant qu'il y aura des outils derrière pour y répondre parce qu'aujourd'hui, vraiment, on se sent démuni face à ça, en tout cas auprès du public personne âgée. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais
conclure cette séquence avec vous, Madame Abérard, pour dire que j'ai donné quelques réponses dans le chat. Hein. Oui, la situation de vulnérabilité, nous la définissons dans le lexique pour tous ceux qui se demandent comment on le définit. Madame Abérard, cette soirée est un début. Vous avez compris, notre année maintenant, c'est vous qui allez l'organiser. C'est plus nous. On a passé notre année dernière à essayer de rassembler et de suivre un processus qui est vraiment exigeant pour pas faire n'importe quoi et pour surmonter les contradictions, et elles étaient permanentes. Maintenant, on doit être avec vous sur les territoires. On va faire des outils. Aidez-nous à penser à quels outils sont utiles. Donc, vous avez utilisé pour venir dans cette webconférence une adresse mail. N'hésitez pas, elle est là pour que vous nous disiez vos réactions, vos invitations futures. Le Zoom, c'est très frustrant, mais ça a aussi son intérêt. C'est que là, on ne pourrait pas être 135 avec des gens du monde entier, parce qu'on a aussi des amis belges qui sont là grâce à Marie Beaulieu, que je remercie beaucoup de les avoir sollicités. Donc, oui, la saisine du procureur, ce n'est pas la solution. Parfois, elle intervient trop tard. Hein. Donc, après, il ne faut pas généraliser. Parfois, il y a une banalisation ambiante, à mon avis, qui fait qu'on laisse couler, et ça peut être dans les institutions comme ça peut être à domicile. Mais je vous propose de peut-être ne pas rentrer dans ce débat-là, se donner rendez-vous. On est vraiment là pour durer. Et maintenant qu'on a pris ce temps pour établir le vocabulaire, ce sera à vous de nous dire les outils dont vous avez besoin et les lieux et les moments où vous nous inviterez dans les formats que vous déciderez pour qu'on s'en reparle. Merci beaucoup. Et je vais passer maintenant, si elle le veut bien, la parole à Marie Beaulieu. Merci, Alice. Alors, bien, bonsoir des collègues de France, des collègues de Belgique, et je dirais bon après-midi aux collègues québécois. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Il y a beaucoup d'écho. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont oublié de fermer leur micro. OK, c'est beau, merci. Alors, la présentation que je vais faire aujourd'hui, bien sûr, je l'ai fait en mon nom, mais soyez assurés que je parle en fait au nom d'un groupe de Québécois qui sont très engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Et vous le verrez dans quelques secondes. Alice, tu pourrais peut-être mettre mon diapo à l'écran, s'il te plaît. Je vais en fait partager avec vous un parcours de réflexion, un parcours de travail, et le titre de mon exposé est malheureusement un peu long, je vous prie de l'excuser, mais ça dit tout. La terminologie québécoise sur la maltraitance envers les personnes aînées, une co-construction entre acteurs de la recherche, des pratiques et des politiques publiques. Alors, on a l'habitude de travailler ensemble et on affine nos pratiques collectives et c'est très important. Alors, je me présente très rapidement et tu peux mettre déjà la deuxième dia, s'il te plaît. Je suis professeure à l'Université de Sherbrooke à l'École de travail social. Je suis engagée dans le secteur de la lutte contre la maltraitance depuis 1987, donc 34 ans cette année. Et depuis 2010, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées qui est financée par le gouvernement du Québec. Et cette chaire, elle est sise au Centre de recherche sur le vieillissement. Et je tiens à remercier, vous le voyez au bas de la diapo, Roxane Leboeuf et Julien Cadieux-Jeunesse qui ont travaillé avec moi, entre autres, et préparé une affiche sur la terminologie que nous avons présentée au colloque du Réactis en février 2020, donc il y a presque un an. Et je dois vous dire à la blague que c'est la dernière fois que je suis sortie du Québec parce que depuis, comme vous tous, je suis confinée. Alors, prochaine dia. Je me suis donné un défi avec vous, c'est de vous relater le parcours qu'on a fait en matière de terminologie en faisant 7 courts arrêts, donc depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai une vingtaine de minutes pour le faire, donc il y a des moments où je vais aller un peu vite dans mon parcours, mais ça vous donnera une idée sur comment, en 19 ans de travaux, on a parcouru un chemin et que sans cesse, on aura à remettre nos travaux en question parce qu'une terminologie ou un vocabulaire partagé, c'est nécessairement évolutif. Et plus il y a d'acteurs concernés, plus on doit s'ajuster les uns les autres. Alors, allons-y d'emblée avec la diapo suivante.
Pour moi, le premier temps fort en matière de maltraitance envers les aînés, ça a été la première définition internationale qui nous a été proposée dans le cadre d'un séminaire de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, quand ils organisent un séminaire, il y a toujours à la fin du séminaire une déclaration qui porte le nom de la ville où a eu lieu le séminaire. Donc, ça s'appelle, dans notre jargon, la Déclaration de Toronto, qui était cette première définition internationale où s'étaient réunis à la fois des planificateurs de politique publique, des associations d'aînés, des praticiens, des chercheurs. La définition, je vous l'ai mis en anglais et c'est une traduction libre que j'ai mis dessous. Pourquoi? Parce que la traduction qui est sur le site de l'OMS, malheureusement, n'est pas fidèle à la définition originale en anglais. Donc, ça disait « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. » Alors, comme je le disais, enfin, on avait une première définition en 2002. On avait matière vraiment où s'appuyer pour pouvoir éventuellement influencer des politiques publiques, influencer des pratiques. Diapo suivante, s'il te plaît. Ma deuxième étape de notre parcours terminologique, c'est qu'en 2007, pour la première fois au Québec, on a eu à temps plein une ministre responsable des aînés. Et elle avait fait une vaste tournée provinciale dans laquelle la question de la maltraitance était ressortie comme une des thématiques importantes. Alors, dès 2008, elle a mis sur pied un comité de travail pour produire le premier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Ce qui est assez intéressant, c'est que la ministre nous avait demandé de faire un plan d'action en 6 mois. Alors, on a bien essayé. Bon, il est arrivé en 22 mois, mais on a eu vraiment un travail qui était consensuel parce que rapidement, on a réalisé que la lutte contre la maltraitance envers les aînés, ce n'était pas l'affaire d'un seul ministère, ce n'était pas l'affaire d'un seul groupe de professionnels, mais il fallait bien travailler en approche collaborative. Donc, c'est un plan qui a été co-signé par 13 ministères et organismes gouvernementaux dans lequel chacun des ministères et organismes est devenu imputable d'un certain nombre de mesures. Il y avait 30 mesures dans le plan, dans lequel on a eu un budget quand même important pour pouvoir l'implanter, 20 millions de dollars. Et il y avait 4 actions structurantes qui ont été vraiment importantes pour asseoir des pratiques collaboratives. D'abord, une vaste campagne de sensibilisation qui se répète de temps en temps, la chaire de recherche dont je suis la titulaire. On a aussi professionnalisé une ligne d'écoute, parce qu'on avait une ligne d'écoute pour les personnes aînées maltraitées qui était tenue par des bénévoles et ça posait un certain nombre de défis. Donc, c'est maintenant une ligne 365 jours par année, 8 heures le matin, 8 heures le soir, et aussi la mise en place dans chacune des régions du Québec de coordonnateurs régionaux. Il fallait, dans ce plan d'action, évidemment, s'entendre, proposer une définition commune. Prochaine dia, s'il te plaît. Et c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui a été retenue, donc celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et on définissait 6 types de maltraitance dans ce plan d'action. Donc, la maltraitance physique, psychologique, matérielle, financière, la maltraitance de type sexuel, la négligence et la violation des droits. Donc, ça a été très important pour nous d'emblée de le nommer parce qu'au Québec, on a une charte québécoise des droits et libertés dans lequel il y a entre autres un article qui parle de l'exploitation des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, on voulait que ce soit inclus. Je vous précise aussi que toutes les publicités du Québec sont faites de manière à mettre de l'avant le numéro téléphonique de la ligne Aide à but aîné. Donc, vous allez retrouver ce numéro-là partout. Dia suivante. Troisième étape de notre parcours, c'est quelques années après que le plan ait été implanté. Donc, on a travaillé 5 ans avec la définition. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'une clinicienne d'expérience qui est engagée en matière de lutte contre la maltraitance depuis une trentaine d'années, qui faisait partie d'une pratique de pointe sur la lutte contre la maltraitance et qui travaillait aussi avec l'équipe de recherche et tous ces gens-là entouraient, entre autres, la ligne Aide à but aîné. Et elle me dit, on a une définition, mais quand vient le temps de l'opérationnaliser, personne ne parle de la même chose. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un comité de terminologie pour développer un langage commun
et s'harmoniser. Et la proposition qui a été faite dès le départ, ça a été de dire travaillons entre des gens du terrain et des gens de la recherche et essayons aussi le plus possible de nous arrimer avec les acteurs qui sont en place pour développer des politiques publiques. Donc, on a eu 2 coordonnateurs régionaux très engagés, 2 personnes de l'équipe clinique autour de la ligne et de la recherche et 1 personne HR. Et on a travaillé pendant 2 ans de temps. On pensait que ça serait rapide, évidemment, on pense toujours que ça va être rapide, ces choses-là, pour réaliser que non, on voulait rebrasser la définition, que non, peut-être qu'il fallait mieux définir nos formes, nos types de maltraitance. Donc, on a toujours voulu arrimer ici connaissances pratiques, connaissances scientifiques et vraiment s'inter-influencer. Ça nous a mené, diapo suivante, à développer une nouvelle terminologie québécoise où on dit que la violence et la négligence sont les 2 formes de maltraitance qui peuvent se décliner en 7 types particuliers: psychologique, physique, sexuel, matériel, financier, violation des droits, la violence organisationnelle et de l'agisme. Alors, je vous ferai remarquer que la violence organisationnelle et l'agisme, vous ne l'avez pas entendu dans le premier plan. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qui sont ressortis de nos travaux. Et on a aussi senti le besoin de préciser que ça pouvait être intentionnel ou non intentionnel, parce qu'il y a toujours un certain nombre d'individus qui pensent que si c'est non intentionnel, ce n'est pas de la maltraitance. Et là-dessus, on n'est pas d'accord, on pourra en discuter. Diapo suivante. Je ne pouvais pas aujourd'hui vous présenter toutes nos formes, tous nos types. Je vais juste vous donner les grandes lignes. Pour nous, la violence, c'est malmener une personne aînée ou la faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Alors que la négligence, c'est ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une absence d'action appropriée afin de répondre à ses besoins. Diapo suivante. On a aussi voulu donner une série d'exemples autour de nos 7 types de maltraitance. Donc, vous voyez ici, j'ai choisi de vous présenter la maltraitance organisationnelle, étant donné qu'elle n'était pas explicite dans le premier plan d'action, où on donne d'abord une définition et ensuite une série d'exemples en termes de violence et en termes de négligence. Donc, en termes de violence, c'est des conditions, des pratiques organisationnelles qui entraînent le non-respect des choix ou des droits des personnes, donc des services offerts de façon brusque, et ainsi de suite. La diapo suivante, mon deuxième exemple, parce que je ne peux pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui, c'est de vous montrer la question de l'agisme. Est-ce que tu peux changer la dia, s'il te plaît? Donc, l'agisme, c'est, en termes de violence, l'imposition de restrictions ou de normes. Oups, il faut revenir d'un petit coup. L'imposition, de restrictions ou de normes sociales en raison de l'âge, la réduction de l'accessibilité à certaines ressources, des préjugés, de l'infantilisation et ainsi de suite. On a soumis notre terminologie au gouvernement du Québec, au secrétariat aux aînés, qui était à ce moment-là en pleine production d'une deuxième version du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés. Diapo suivante. Ce plan est sorti en juin 2017, où il y avait une série d'orientations, avec encore là un budget substantiel pour pouvoir l'implanter, 46 millions de dollars canadiens. Donc, on peut dire qu'on peut implanter, mais qu'on peut évaluer et qu'on peut faire des suivis. Et encore là, nos ministères et organismes étaient imputables d'un certain nombre d'éléments. Diapo suivante. Notre joie, ça a été de se rendre compte qu'ils ont effectivement retenu les 2 formes et les 7 types et qu'ils ont rajouté dans la définition qui avait été produite la notion d'intentionnalité ou non. Donc, on l'a remis ici en exergue. Volontairement, à droite, je vous ai mis une autre campagne publicitaire qui a été utilisée. Donc, Aline ne profite pas de son argent, mais ses enfants le font. Donc, façon de sensibiliser les gens à l'exploitation financière des personnes aînées. Dia suivante. Dans ce plan d'action, belle surprise, un terme qu'on n'utilisait pas avant, mais qu'on s'est mis à utiliser ici, on s'est dit, il ne faut pas juste lutter contre la maltraitance, il faut aussi promouvoir la bientraitance. Alors, cette définition n'est pas le fruit de notre comité de terminologie, ça a été élaboré par des professionnels au secrétariat aux aînés qui avaient quand même consulté un certain nombre de personnes, qui nous ont proposé une définition qui diffère un peu de celle que vous utilisez en France,
bien que je dois vous dire qu'on vous a beaucoup lu parce que le mot bientraitance n'était pas encore dans les mœurs ici en 2017. Donc, la bientraitance vise le bien-être, le respect de la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion et la sécurité de la personne. Elle s'exprime par des attentions, des attitudes, des actions et des pratiques respectueuses des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, de la singularité et des droits et libertés de la personne. Pour essayer de rendre ça encore plus pratique, diapo suivante s'il te plaît, le plan énonce une série de conditions qui permettent de vraiment implanter ou de favoriser la bientraitance. Je ne peux pas toutes les lire, je vais vous en lire une, le numéro 3. Respecter la personne et sa dignité afin qu'elle se sente considérée et qu'elle développe son estime personnelle. J'y reviendrai dans quelques diapos, vous allez voir qu'ici aussi, on s'est posé beaucoup de questions. J'arrive à la 5e étape de mon parcours, donc prochaine diapo. Surprise, surprise, en 2017, 2 semaines avant que le plan d'action que je viens de vous présenter soit rendu public, le gouvernement adopte une loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Alors, voyez-vous qu'ici, il y a une parenté qui est en train de s'établir entre les travaux qui se font en France et les travaux qui se font chez nous, parce que la loi est beaucoup plus large. Ce ne sont pas que les aînés. Et là, soyez assurés que je sais très bien que vous ne voyez pas du tout de façon claire ce qui était sur la diapo. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que la loi comprenait 6 mesures de protection, un signalement obligatoire très précis de la maltraitance, très balisé, donc dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, l'équivalent de vos EHPAD, et aussi pour les personnes sous régime de protection, donc tutelle, curatelle et conseillers majeurs, et que la loi prévoyait aussi des sanctions. Notre surprise, par contre, diapo suivante, toujours dans cette 5e étape de notre parcours, ça a été de voir que la définition qui est proposée dans cette loi, donc force juridique, est légèrement différente de la définition qui est proposée dans le plan d'action gouvernemental qui, lui, a été dévoilé 2 semaines après la loi. Donc là, je vous avoue que ça a créé un petit déséquilibre parce qu'on s'est dit qu'il faut absolument s'arrimer. Donc, au lieu de parler d'une absence d'action appropriée, c'est devenu un défaut d'action. On pense que c'est assez clair. Et la notion d'intentionnel ou non a été déplacée. Ça le rend beaucoup plus clair. C'est maintenant rendu à la fin de la définition. 6e étape, prochaine diapo. On était certain que tout allait bien. Et même si on avait cette terminologie qui avait été produite dans le plan d'action, qu'on l'utilisait dans différentes formations, qu'on l'avait intégrée dans nos projets de recherche, on s'est rendu compte qu'une terminologie, c'est évolutif et qu'il y avait un besoin de se rasseoir ensemble et encore une fois de donner un tour de manivelle pour s'assurer que la terminologie était le plus largement harmonisée et surtout commune. Cette fois-ci, les travaux sont menés autour de la chaire de recherche. Donc, nous sommes les leaders. On est toujours 3 ou 4 membres de la chaire avec un coordonnateur régional, une personne du secrétariat aux aînés. Donc, maintenant, les décideurs ou les planificateurs de politique publique travaillent directement avec nous, ce qui est une grande étape par rapport à la première version du comité, le ministère de la Santé et des Services sociaux. On a beaucoup de réflexions dans notre comité. Je dois vous dire que ce matin, nous avons encore eu une réunion. Donc, j'ai quitté mon groupe pour m'en venir avec vous. Et dans ce qui ressort de nos réflexions qu'on est en train de proposer, entre autres, on se rend compte que de l'agisme et de la violation des droits, est-ce que ça doit vraiment être un type distinct de maltraitance ou est-ce que ce ne sont pas des enjeux plutôt qui sont transversaux à toute situation? On a aussi vu qu'il était important de s'asseoir pour mieux conjuguer une définition légale et psychosociale de la maltraitance, étant donné que là, on avait 2 définitions légèrement différentes. Et surtout que cette semaine, en début de semaine, la ministre responsable des aînés, qui est Mme Marguerite Blais, annonçait clairement qu'elle veut réouvrir la loi pour lui donner plus de mordants, plus de dents. Donc, c'est peut-être le temps aussi de travailler sur cette harmonisation de définition. On s'est aussi rendu compte que dans notre terminologie, on voulait qu'elle tienne sur une seule page recto-verso, donc on avait donné un certain nombre d'exemples, mais que dans la pratique, certains l'utilisaient en disant
Ah, si l'exemple n'est pas donné dans la terminologie, ce n'est pas de la maltraitance. Et là, on a dit, aïe, 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 on n'a jamais voulu, nous, établir un cadre ou une norme comme celle-là. Donc, ça nous a amené à préciser la portée et les limites de notre terminologie. Et éventuellement, on souhaite que notre nouvelle définition, notre nouvelle terminologie soit intégrée dans le 3e plan d'action maltraitance qui est actuellement en préparation et dont la sortie est prévue en 2022. Dernière petite étape de notre parcours, 7e étape, je fais ça très rapidement et on ouvre sur la discussion. Au secrétariat aux aînés, cette année, on s'est aussi rendu compte que la définition qui était dans le plan d'action maltraitance de 2017 de la bientraitance méritait aussi des précisions. Donc, nouveau comité de travail, j'ai le plaisir de participer aux 2. Un coordonnateur régional, 2 personnes du secrétariat aux aînés, dont un qui coordonne ses travaux, une personne du ministère de la Santé et des Services sociaux, et cette fois-ci, la voix des aînés. Et ça, c'est très important. On a la présidente de la Confédération des tables, ou de la Conférence des tables, pardon, des aînés du Québec, donc vraiment une aînée leader qui apporte son point de vue. Je trouve ça hyper pertinent. Et une chercheure de l'Université Laval qui travaille sur la bientraitance. Alors, notre mandat, c'est aussi d'arriver avec une terminologie de la bientraitance qu'on aura validée auprès d'un certain nombre de partenaires. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les travaux qui ont été faits en France. J'ai eu beaucoup de plaisir à y être associée. Nous avons pris une démarche qui est différente et à chaque jour, on est amené à valider avec différents acteurs. Et je pense que ces mises en discussion d'un côté à l'autre de l'Atlantique, donc les regards croisés, sont hyper importants. Donc, dernière diapo, je veux vous remercier de m'avoir invité. Il y a au bas de la diapo l'adresse d'un site Internet, c'est celui de la chaire de recherche sur la maltraitance, sur lequel on met beaucoup d'éléments en accès libre. Donc, sentez-vous bienvenue de nous visiter et de télécharger tout ce qui pourrait être d'intérêt pour vous. Merci. Merci beaucoup, Marie. C'était vraiment très, très dense, mais complètement passionnant, très structurant de voir la progression de cette réflexion. Nous, on n'en est qu'au début. Hein. C'est la première définition, c'est tout au début. Est-ce qu'il y a des questions pour Marie ? Je trouve ça super. Je pose la question. J'interviens. Est-ce que tu trouves superflu, pardon? N'hésitez pas, on vous entend. Ah. Oui. N'hésitez pas. Si vous voulez bien vous présenter, posez votre question. Ah non, manifestement, nous avons intimidé nos interlocutrices. C'était pour nous. Et oui, c'était pour vous. Je n'ai pas posé là. Alors, je ne vois pas de main levée. C'est vrai que vous êtes nombreux, donc pas forcément évident de vous voir tous et de vous voir très vite. En tout cas, Marie, sur le chat, il y a beaucoup de remerciements, de demandes d'avoir l'adresse du site et puis de commentaires qui sont très heureux de cette comparaison entre la France et le Québec. Donc, merci beaucoup. Je ne vois pas de main levée à ce stade. Ah, si, monsieur Reger a levé la main et madame Françoise Leborgne ensuite. Monsieur Reger ? Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. C'est dommage qu'on ne soit pas en physique parce qu'il y a bien des personnes comme Françoise qui est à l'écran tout de suite que je voudrais saluer. Je voudrais juste préciser, puisqu'on dit, et puis de toute manière, c'est logique qu'il en soit ainsi. D'abord, dire que c'est vraiment important de travailler sur le fait de nommer les choses. D'une part parce que ça aide à travailler et à travailler ensemble, mais surtout parce que la sémantique révèle la pensée, mais la sémantique produit aussi la pensée. Voilà. Et pour prendre un exemple extrêmement simple qui transparaît dans plusieurs de mes publications, quand on parle de maintien à domicile le plus longtemps possible des personnes âgées,
eh bien, cette sémantique-là sous-entend que des personnes âgées n'auraient plus le droit à un domicile dépasser une certaine limite. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à toutes ces sémantiques. Et je me réjouir aussi du fait que dans la réflexion, on cherche à transposer des réflexions dans certains âges de la vie, en l'occurrence, vers d'autres âges, parce que ça permet du coup d'avoir un référentiel commun et du coup non ségrégatif autant que possible, non spécifique, parce que dès lors que on a des définitions spécifiques à certaines populations, eh bien on engendre un caractère spécifique de cette population et la ségrégation n'est jamais complètement absente de ce type d'attitude. Peut-être ce qu'il sera intéressant pour faire vivre ces définitions, les perfectionner, les adapter, et comme c'est toujours des réflexions qui sont en cours, je pense que ça serait intéressant de pouvoir envisager, ça a été fait et ça transparaît très très bien dans les définitions, d'avoir une perspective non normative, des définitions non normatives, un petit peu comme lorsqu'on définit le vieillissement, eh bien, en guise de définition, on prend plus facilement des indicateurs qui deviennent d'une part restrictifs, d'autre part normatifs. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de pouvoir, pour la réflexion, distinguer ce qui relève de la définition scientifique, non normative, et ce qui relève des indicateurs, et qui, comme leur nom indique, le dit, indiquent, et donc sont normatifs. Voilà, c'est juste des petites remarques que je voulais faire parce que je trouve intéressant que ces réflexions qui datent, mais qui ne sont pas arrêtées, qui vont se poursuivre, eh bien, puissent prendre en compte ces petits points, surtout de ne pas avoir de caractère normatif et de prendre en compte aussi, je pense à la question de la vulnérabilité, peut-être imaginer qu'une personne en situation de vulnérabilité, elle n'est pas désignée comme telle par un tiers, ça peut être stigmatisant, mais une personne qui se sente en situation de vulnérabilité. Je pense que tout ça, ce sont plein de choses à travailler dans bien du temps. Et voilà. Merci beaucoup, Daniel. Marie, je te propose de boucler avec les autres questions. Il y a une question de Françoise qui souhaitait prendre la parole et puis il y a une question aussi pour toi sur le chat. Je te propose de rassembler les trois et de te donner la parole ensuite. Françoise, si vous voulez prendre la parole après Daniel. Oui, alors je ne sais pas si on m'entend. Donc, si, très bien. Aux deux contributions, je ne sais pas si on peut revenir sur les deux, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est effectivement la définition consensuelle à laquelle vous arrivez en France avec ces comités de travail, finalement, qui ne reprennent aucune segmentation par l'âge. Et je voulais poser la question à Marie de savoir si au Québec, il y avait aussi des réflexions et des chaires et un travail terminologique sur d'autres âges que ce qu'on appelle les aînés. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passait pour les âges intermédiaires? Donc ça, c'était ma question. Et puis, ce sur quoi je voulais effectivement insister, c'était aussi sur l'idée que Marie Beaulieu et moi-même, alors c'est peut-être pas le moment de le dire, mais nous démarrons un travail pluridisciplinaire, mais aussi pluriprofessionnel, puisqu'on a un projet qui a été accepté par une revue qui s'appelle Gérontologie et Société, que certains connaissent, qui est une proposition d'article que l'on va réunir d'ici juin 2021. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous, et toutes les contributions peuvent avoir de la place dans ce numéro, puisque c'est des contributions professionnelles, mais professionnelles scientifiques, professionnelles de terrain, qui reprennent effectivement toutes les dimensions politiques, scientifiques, normatives, à interroger, aussi un aspect de périodisation aussi pour la France à partir de ce qu'a pu dire Marie ou Alice. Et donc ce numéro que l'on coordonne, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de Géronto et Société. L'intitulé que nous avons donné, c'est la maltraitance envers les aînés, définition au pluriel, donc on est tout à fait dans le champ, action publique et expérience des acteurs, pour être dans cette dimension du macro, micro,
et le champ institutionnel, organisationnel tel qu'il est présenté là. Donc moi, effectivement, je suis très intéressée, je suis très surprise par l'importance aussi de l'auditoire aujourd'hui, d'une question qui a quand même un peu de mal à exister, j'ai envie de dire, dans le champ scientifique en France, sans doute plus qu'au Québec, ou alors c'est un biais de posture de ma part aussi. Je n'ai pas le sentiment qu'en sciences sociales en France, on soit très nombreux à approcher la question de la maltraitance, ou si on le fait, c'est par d'autres terminologies, d'autres vocables. Et juste pour finir sur les situations de vulnérabilité ou les contextes de vulnérabilité, je voulais juste préciser qu'effectivement, je pense que c'est un travail qu'il faut absolument refaire parce que cette étiquette de vulnérable, elle est vraiment extrêmement péjorative, très déficitaire. Et par contre, la situation de vulnérabilité, je pense qu'on en connaît tous. Et pour moi, elle se caractérise par une absence de protection. Alors, la question, c'est de savoir qui est responsable de construire des protections pour les autres ou pour soi-même dans les différents temps du parcours de vie. Je pense que derrière, il y a effectivement un impensé un peu sur à qui il revient d'élaborer collectivement des protections. Et il me semble que c'est une question extrêmement urgente pour nos environnements de vie de manière extrêmement. Voilà. Je vais lire à Marie la troisième question qui lui est adressée, la troisième remarque, et puis je lui laisserai la parole. Voici ce que demande quelqu'un sur le chat. Que pensez-vous de la notion de développement qui n'est pas présente dans la définition canado-québécoise pour les aînés et qui, par contre, est introduite dans la définition française? C'est à toi, Marie, pour quelques instants avant que nous donnions la parole à Florence. Oui, tout à fait. Je vais essayer d'être brève, mais 3 questions passionnantes. Alors, merci Daniel Réguer, Françoise Le Bourguignon et Félix Pajot aussi pour sa question. Alors, je vais commencer par revenir sur des propos de Françoise, puis ça va me permettre d'élargir. Alors, Françoise, j'ai l'impression que tu étais avec nous ce matin dans la réunion qu'on a terminée quelques minutes avant cette rencontre, parce qu'au comité de terminologie québécois sur la maltraitance envers les aînés, on s'est dit, si on veut bien harmoniser la définition du plan d'action gouvernemental qui est spécifique aux aînés, avec la question de la loi qui, elle, je le répète, traite à la fois des aînés, mais aussi des personnes majeures en situation de vulnérabilité, il va falloir nous ouvrir les horizons et de travailler ensemble. Alors, la décision qui a été prise il y a quelques heures, ça a été de dire on est très, très près de l'aboutissement de travail terminologique sur les aînés. Donc, on souhaite encore se donner une rencontre ou deux pour bien ficeler les choses. Et après, on est tout aussi ouvert et on souhaite travailler en collaboration avec le gouvernement pour avoir un comité élargi pour traiter d'autres publics. Je reviens sur les propos de Daniel. Effectivement, la question de la normativité, on essaie de faire très attention pour ne pas être normatif et pour ne pas dire c'est bien ou c'est pas bien. En même temps, il y a certains éléments objectifs qu'on se doit d'amener pour essayer d'illustrer quelles sont des situations de maltraitance et de poser ces limites entre l'acceptable et l'inacceptable, toujours dans une perspective où c'est la parole de l'aîné qui prime. Donc, notre loi sur le signalement obligatoire, j'y reviens, là, ne concerne que 2 publics. Ceux qui sont sous régime de protection, parce qu'il y a une présomption qu'ils sont moins capables de s'exprimer, mais encore, et ceux qui sont en CHSLD, donc en EHPAD chez vous, parce qu'encore là, 80% des clientèles dans nos milieux sont avec des pertes cognitives graves, donc moins capables de s'exprimer aussi. Je termine avec la question de Félix Pajot. J'ai été très heureuse, vu que j'ai participé aux travaux français, de voir cette notion de développement. C'est vrai qu'elle n'est pas intégrée chez nous et que je souhaite éventuellement qu'on s'y penche. Je ne pouvais pas l'amener de façon très claire parce que je m'étais engagée à la confidentialité tant que les travaux français n'étaient pas finis. Mais maintenant que les travaux français sont finis, je vais certainement revenir avec les travaux de la France pour me mettre en dialogue avec des collègues québécois sur le sujet. Merci beaucoup, Marie, et merci à tous d'avoir enrichi cette intervention par vos remarques, par vos propositions, par le chat et puis de vive voix. Et je vous propose maintenant que ce soit Florence qui prenne la parole. Florence, c'est à vous.
Oui, merci. Est-ce que je pourrais avoir le diaporama, s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, donc moi je suis engagée bénévolement depuis 6 ans dans la Savoie, dont je suis actuellement présidente. Et c'est notamment cette expérience qui a contribué à la construction des questionnements qui ont conduit à un engagement dans la thèse que je vais vous présenter maintenant. L'idée de suivre un doctorat en co-tutelle entre un doctorat en gérontologie au Québec et un doctorat en sociologie en France s'est imposée à moi dans la perspective d'une vision internationale qui pourrait me permettre de mieux comprendre le contexte français, mais aussi en adoptant une posture scientifique pour me permettre ainsi d'étudier les différents aspects de l'ensemble des acteurs qui agissent dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance, avec l'espoir de pouvoir proposer des pistes d'action en France à appliquer sur le terrain. Alors, j'ai donc 2 directeurs de recherche dans le cadre de cette thèse. Marie Beaulieu, que vous venez d'entendre, qui est professeure d'université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, et Daniel Reger, qui est professeur de sociologie de l'université Le Havre Normandie, CNRS ID 6266. Alors, je sais aussi que ma position de présidente bénévole d'une association de lutte contre la maltraitance d'une association allemande peut susciter des interrogations quant à mon objectivité, le risque étant qu'il y ait des jugements personnels dans le contenu des analyses que je pourrais produire. C'est en effet un véritable travail sur soi, un véritable challenge que de pouvoir garder l'intérêt de l'engagement presque militant que j'ai quand on est présidente d'une association et de garder en même temps un regard scientifique distancié qui est celui de la doctorante. Mais j'ai pu appréhender aussi, depuis que j'ai commencé, quelle richesse je pouvais retirer de ces 2 casquettes, d'abord, en toute modestie, celle de la chercheure qui connaît bien le terrain et celle de l'actrice du terrain qui vient enrichir par son expérience à la recherche. Donc, tout au long de cette recherche que je vais vous présenter, je vais devoir faire attention à conserver un esprit distancié qui est indispensable à un travail d'analyse scientifique afin que soit exploré l'objet de recherche selon le point de vue des acteurs que je vais interviewer dans ma recherche, et non selon mon propre point de vue. C'est-à-dire que mes expériences personnelles et professionnelles doivent venir enrichir ce travail de thèse sans pour autant venir le brouiller. Et je peux compter en cela sur mes 2 directeurs de recherche, Marie Beaulieu et Daniel Reger, qui seront vigilants, je le sais, à ce possible biais. Alors, l'enjeu central de cette thèse est d'analyser un processus de développement de la politique publique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées en France à la lumière du Québec, tout en intéressant d'une part aux acteurs qui occupent une place prépondérante au sein de cette politique, et d'autre part aux acteurs qui ont contribué et qui contribuent au développement des politiques publiques et à leur mise en œuvre. Je vais donc chercher à comprendre d'une part comment les acteurs auxquels l'État donne une mission dans la lutte contre la maltraitance, les acteurs auxquels je pense, c'est les associations allemandes, les ARS, le conseil départemental, et comment ils coordonnent leurs activités localement. Et d'autre part, quels sont les acteurs qui ont contribué et qui contribuent au développement des politiques publiques et à leur mise en œuvre. Et la posture de ces différents acteurs sera aussi analysée, ainsi que celle adoptée par les différentes instances à leur égard. Et je chercherai aussi à comprendre la raison du recours au bénévolat dans la mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre la maltraitance. Et comme j'ai dit au début, cette recherche s'est imposée dans la perspective d'un regard croisé avec le Québec. Regard croisé qui a été évoqué d'ailleurs par Marie Beaulieu tout à l'heure. Ce regard croisé va nous permettre de mieux comprendre le contexte français, mais aussi dans une perspective qui vise à pouvoir proposer des pistes d'action en France. Alors, ce ne sera pas question de chercher un exemple à suivre, mais la méthode de regard croisé va plutôt me permettre de porter un regard décentré sur ce qui fait la réalité nationale française en termes de lutte contre la maltraitance. 4 objectifs vont donc être poursuivis. Le premier objectif vise à examiner le contenu de la politique publique et de repérer les acteurs pertinents. Le deuxième objectif va consister à interroger la contribution des acteurs qui sont engagés dans l'émergence, le développement et la mise en œuvre de la politique publique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Le troisième objectif vise à analyser la place des bénévoles allemands dans la lutte contre la maltraitance. Et le dernier, 4e objectif, va consister à interroger les synergies et coordinations sur le terrain local des acteurs engagés dans la lutte contre la maltraitance, notamment les associations ALMA, conseil départemental et ARS. Diapo suivante. La finalité de cette recherche va donc être de plusieurs ordres. Tout d'abord, une intention de connaissances,
qui va me permettre de rassembler des connaissances existantes sur la maltraitance, mais aussi en initiant une réflexion sur l'action publique et les acteurs engagés, en montrant d'une part comment des personnes ou des groupes perçoivent le problème de la maltraitance et agissent sur les politiques publiques, et d'autre part, en montrant quelles sont les logiques qui conduisent à faire appel au bénévolat dans la mise en œuvre de ces mêmes politiques, et comment se coordonnent les différents acteurs sur le terrain. Le but est aussi de formuler des recommandations pour optimiser la lutte contre la maltraitance. Alors, ça peut être au niveau des pratiques, des politiques publiques, des organisations, et ce en s'inspirant de l'expérience québécoise. Et enfin, un lien direct avec les deux finalités précédentes, c'est de montrer l'importance de développer et de promouvoir la recherche sur les réalités et la complexité de la maltraitance et de l'action qu'elle impose. Diapo suivante. Cette recherche donc est à visée exploratoire, c'est-à-dire qu'elle va contribuer à mieux documenter le sujet de la politique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées en France. La méthode choisie pour cette recherche sera la méthode qualitative. À cet effet, je vais utiliser l'analyse documentaire et les entretiens semi-dirigés qui me permettront de recueillir la parole des acteurs. L'analyse documentaire, je vais me concentrer sur les documents qui sont postérieurs aux années 1990. Alors pourquoi ces années-là? Parce que c'est pendant les années 90 que le sujet de la maltraitance des personnes âgées a émergé en France. Alors, la documentation, il y aura les lois, les rapports ministériels, les circulaires ministériels, décrets d'application, etc. Il y aura aussi des PV d'audition des acteurs auprès de diverses commissions, comme par exemple la commission des affaires sociales. Il y aura aussi des documents pertinents au regard des objectifs qui ont été conçus par les acteurs qui interviennent dans le processus. Ça peut être par exemple des articles de presse. Et il y aura aussi des documents d'archives qui contiennent de nombreuses informations, souvent peu utilisées par les chercheurs. Et à ce sujet, j'ai eu accès aux archives de la Fondation nationale de gérontologie, dans lesquelles j'ai notamment pu analyser environ 33 kilos de documentation qui sont pertinentes, notamment les écrits et les interviews de M. Hugonot, qui a été le pionnier de la lutte contre la maltraitance en France avec la création des associations allemandes. Diapo suivante. Les entretiens semi-dirigés vont me permettre de recueillir la parole des acteurs et d'explorer scientifiquement le sens que les différents acteurs donnent à leur engagement ou à leur expérience dans la lutte contre la maltraitance. C'est-à-dire que ce sont leurs expériences personnelles et individuelles qui vont éclairer le processus de politique publique de l'émergence à sa mise en œuvre. L'échantillon sera donc constitué de personnes repérées suite à l'analyse documentaire que j'ai fait en premier. C'était des acteurs qui ont été repérés comme ayant joué ou jouant un rôle essentiel de l'émergence à la mise en œuvre des politiques publiques. Une méthode d'échantillonnage par réseau sera utilisée pour les approcher à l'aide d'intermédiaires. Alors, ces acteurs sont les bénévoles des associations allemandes, les bénévoles d'administrateurs des associations et fédérations de défense des droits des personnes âgées, les salariés des fédérations de défense des droits des personnes âgées, les instances territoriales comme l'ARS, conseil départemental, et afin d'apporter des points de vue complémentaires et de mieux comprendre le contexte dans lequel se déroule la politique publique de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, sur le recours aux bénévoles et sur la coordination, des acteurs gouvernementaux et des élus seront interviewés. Alors là, la stratégie d'échantillonnage choisie ne vise pas la représentativité statistique, mais plutôt l'hétérogénéité des participants qui constituent l'échantillon. C'est-à-dire que le récit de chaque personne que je vais interviewer, de chaque acteur qui est investi dans la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, viendra enrichir la réflexion et donc l'analyse, chacun étant détenteur d'une expérience et d'un savoir différent. Et donc j'utiliserai une trame d'entretien pour chaque type d'acteur. Après la collecte des données, vient le temps de l'analyse. Diapo suivante. Cette analyse sera inductive et thématique. La méthode de l'analyse thématique a été retenue en raison de sa flexibilité, car elle permet l'émergence de nouveaux thèmes au fur et à mesure de l'avancée de la recherche. Les termes qui émergeront vont donc permettre de faire sortir ce qui est fondamental dans les discours des acteurs. Et les entretiens que j'ai déjà menés ont fait ressortir quelques éléments, comme par exemple la formation, que ce soit la formation initiale, continue ou scolaire, la coordination aussi, ou encore la nécessité de la recherche, notamment pour la création d'outils de repérage de la maltraitance ou encore sur l'intervention sociale. À ce jour, j'ai donc commencé les interviews des acteurs ainsi que l'analyse et je devrais terminer mes interviews fin février. S'en suivra ensuite la phase terminale de travail d'analyse et de rédaction qui me conduira, du moins je l'espère, à soutenir ma thèse à cette fin d'année. Diapo suivante.
J'espère ainsi que cette thèse sera une contribution au travail de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et promotion de la bientraitance que vous a présenté Alice Casagrande, et qu'elle sera aussi ce qui semble faire consensus dans les premiers entretiens auprès des acteurs que j'ai réalisés jusqu'à maintenant, une prise de conscience sur la nécessité de développer la recherche sur le sujet et que la France puisse se doter d'outils institutionnels de connaissance de la maltraitance envers les personnes âgées, comme par exemple la création d'un observatoire national de la maltraitance. Un tel observatoire permettrait en effet de fédérer les travaux épars qui sont réalisés dans diverses universités. Il permettrait d'orienter des travaux de recherche, comme le font par exemple les fondations sur leurs propres préoccupations, pour permettre en fin de compte aux chercheurs et aux praticiens de terrain d'être mieux outillés face à cette problématique de la maltraitance envers les personnes âgées. Cet observatoire, permettrait de développer de la connaissance et d'avoir une base de données solide sur laquelle pourraient s'appuyer les politiques publiques ou les différents acteurs pour fonder leurs interventions, notamment par la création d'outils pour les professionnels. Développer la recherche permettrait donc de mieux comprendre les logiques à l'œuvre dans les processus qui conduisent à la maltraitance, dans les processus qui conduisent à la signaler ou à la taire. Les recherches permettraient ainsi d'identifier bon nombre d'enjeux que cette problématique sociale complexe et multidimensionnelle pose dans la pratique. On ne peut donc pas faire l'économie de la recherche sur le sujet, comme l'a souligné d'ailleurs Françoise de Bourg-Muguin tout à l'heure, car nous avons besoin de données probantes pour pouvoir initier des projets et les faire évaluer de façon scientifique. Le modèle québécois, avec la chaire de recherche sur la maltraitance, qui initie des projets en lien avec les professionnels de terrain, est à mon sens une piste à privilégier, car j'ai pu voir combien au Québec les outils qui sont créés par ce type de recherche étaient attendus par les acteurs de terrain et constituaient pour eux une aide précieuse dans leur pratique pour lutter contre la maltraitance. Et par ailleurs, maintenir les échanges d'expériences et de connaissances entre le Québec et la France, ou encore avec d'autres pays comme la Belgique par exemple, permettrait des avancées communes sur le sujet de la maltraitance et devrait être privilégié un peu à l'image de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, car ce qui anime, entre autres, Philippe Guillemot et moi-même, c'est de faire évoluer nos pratiques, comme Philippe d'ailleurs l'a très bien expliqué tout à l'heure, avec le travail intersectoriel, interdisciplinaire, qui prend ici toute sa place et sa nécessité. C'est d'ailleurs aussi ce travail-là qui a été fait dans le cadre de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance, avec le consensus sur la définition qu'a expliqué, que vous a présenté Alice Casagrande. Actuellement, nous avons des instances sur le terrain, les associations ALMA, le conseil départemental, l'ARS, mais aussi le procureur, la police, la gendarmerie, les associations de France Victimes et tant d'autres, qui sont toutes compétentes dans leur domaine, mais qui n'arrivent pas, ou avec beaucoup d'efforts et de difficultés, à ce que la lutte contre la maltraitance devienne efficiente. En effet, combien d'entre nous, quelle que soit notre casquette, se sont trouvés impuissants à régler seuls une situation? Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que la personne qui est intervenue tout à l'heure, qui était infirmière et qui nous a raconté l'histoire de l'infirmière libérale qui se retrouvait seule dans des situations très difficiles, ce sentiment de solitude, de nombreux professionnels, qu'ils soient bénévoles ou salariés, l'a souvent ressenti. Il est donc indispensable que tous ces acteurs locaux arrivent à travailler ensemble en lien avec une politique nationale et locale qui prendra en compte cet aspect que l'on pourrait qualifier de coordination à l'image de ce qui se fait au Québec. Mais aussi, alors je parle beaucoup de la France qui pourrait s'inspirer du Québec, mais aussi le Québec peut aussi s'inspirer de ce qui se fait actuellement en France. Et notamment, c'est ce qu'a commencé à évoquer Marie Beaulieu tout à l'heure, créer une politique commune sur les personnes vulnérables et non les scinder entre personnes âgées et personnes handicapées, voire avec les enfants. Et on a vraiment des choses à partager et à évaluer pour bonifier nos pratiques entre différents pays. Et un tel observatoire aussi permettrait aussi de développer les modules d'intervention à destination des formations initiales spécialisées, que ce soit dans les métiers d'intervention sociale, d'intervention médicale, mais aussi d'intervention juridique, policière ou encore financière. On pourrait créer aussi des modules destinés à la formation continue des réseaux professionnels, par exemple, avec des regroupements professionnels qui pourraient permettre aux professionnels faisant partie du réseau d'avoir accès à un outil formatif adapté et évolutif.
Et pour les scolaires aussi, un tel observatoire pourrait concocter des outils pédagogiques à destination du monde scolaire. À ce sujet, j'en profite pour vous informer que parmi les actions originelles à destination des scolaires, Alma Savoie a élaboré un outil pédagogique et ludique sous forme de 6 BD, chacune correspondant à un type de maltraitance. Et ces BD sont destinées aux élèves du primaire et du secondaire pour que dès le plus jeune âge, ils puissent comprendre la nature de la maltraitance, la reconnaître, appréhender les risques d'en être victime et aussi identifier les personnes à contacter. Et nous avons initié ce projet car nous avons pensé que la prévention ne pouvait être efficace que si elle s'adresse à tous les groupes d'âge. D'où la nécessaire articulation entre la recherche et les actions de terrain, parce qu'un tel projet mériterait d'être analysé et évalué aussi scientifiquement. Mais pour tout ce que je viens d'évoquer, nous avons aussi besoin d'une politique nationale de lutte contre la maltraitance qui se donne les moyens de mettre en œuvre ces différentes actions. Nous pouvons nous référer au Québec, où le gouvernement a fait preuve d'une véritable volonté politique en 2010 en mettant en œuvre une politique de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Je ne vais pas revenir dessus, étant donné que Marie Beaulieu vous l'a tout expliqué tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il a permis la création de la chaire de recherche qui forme notamment du personnel susceptible de mieux contrer la maltraitance, de mieux comprendre les enjeux. La collaboration entre les chercheurs et les professionnels de terrain est privilégiée. Il y a aussi les postes de coordonnateurs régionaux, les postes d'écoutants salariés, le financement régulier d'importantes campagnes de communication. Et ainsi, au Québec, les effets positifs de cette politique sont prégnants. Si je prends comme exemple un rapport qui vient d'être produit suite au bilan de l'application de la loi de signalement obligatoire dont a parlé Marie Beaulieu tout à l'heure, il apparaît que d'année en année, on voit une augmentation du nombre de cas signalés, ce qui montre bien qu'il y a des effets très structurants à avoir, une politique, une loi et des mécanismes de mise en œuvre clairs avec des gens dédiés. Et un autre point important, c'est aussi que le gouvernement québécois a donné les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le gouvernement français donnera en France les moyens de mener une politique contre la maltraitance efficace à la hauteur des enjeux de la maltraitance en France? Et alors je me pose la question que c'est peut-être de notre responsabilité à tous, professionnels de terrain, chercheurs, d'alerter les autorités publiques et surtout d'être entendus, parce que c'est bien beau d'alerter, mais si on n'est pas entendu. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des débats actuellement à l'Assemblée nationale sur une loi contre la maltraitance animale. On ne peut que saluer et approuver cette préoccupation tout à fait légitime et nécessaire. Mais cela signifie certainement que des acteurs, voire des collectifs d'acteurs, ont porté cette voix de la maltraitance animale auprès de nos élus. Alors je finis peut-être par une question, parce que je me demande quels seront les acteurs, et je vous demande d'ailleurs, quels seront les acteurs ou collectifs d'acteurs engagés dans la lutte contre la maltraitance des personnes vulnérables qui feront entendre à l'unisson leur voix pour montrer cette nécessité de développer une politique publique de lutte contre la maltraitance à la hauteur des défis que nous rencontrons chaque jour, professionnels, que l'on soit professionnel, salarié ou bénévole dans la lutte contre la maltraitance. Donc voilà, je vais donc m'arrêter sur cette question, car le temps manque pour continuer. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions ou à vos commentaires. Merci. Merci beaucoup, Florence. C'est des magnifiques perspectives et questions très structurantes à amener avec beaucoup de rigueur. Et je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre pour poser des questions à Florence sur son exposé. Alors, beaucoup de réactions sur le chat, Florence, de beaucoup de gens qui avaient très envie de voir toutes ces bandes dessinées notamment. Ah, d'accord. Alors là, manifestement, il y a un embrasement de la foule. Donc, merci Florence de l'avoir mentionné. C'est magnifique. Eh bien, écoutez, je ne vois pas à ce stade… Ah, si, Daniel Regard. Ah, Daniel a levé la main à nouveau. Daniel, la parole est à vous. Je voulais juste dire qu'en plus de la bande dessinée, il y aura la thèse de Florence à lire. Et ensuite, à agir à partir de cette thèse pour qu'effectivement la misère dans laquelle on est en France s'enrichisse à l'image des moyens développés au Québec. Si on compte le nombre de salariés qu'il y a sur la maltraitance au Québec et chez nos amis wallons qui sont représentés ce soir par rapport aux moyens qui sont disponibles en France. Et on ne peut que se réjouir de la perspective de création d'un observatoire national de la maltraitance, parce que ce travail-là
est une nécessité absolue et il ne faut pas en rester là. C'est-à-dire qu'à partir de cette observation, eh bien qu'on puisse se donner les moyens, et bravo pour l'analogie avec la lutte contre la maltraitance des animaux. Je veux dire, c'est absolument incroyable que dans ce pays, eh bien, en pleine situation de Covid, on débatte de la maltraitance animale, et c'est un combat qu'on peut évidemment partager, mais qu'on oublie tant de maltraitance et qu'on ne parle pas de la situation faite, du sort fait aux personnes âgées dans les EHPAD à domicile pendant les périodes de confinement. Alors, bravo Florence. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je ne vois pas d'autres mains levées. Moi, j'avais envie de partager en réaction à ce que Florence disait sur les outils. J'avais envie de partager avec vous une réaction lorsque Véronique Gady, donc, qui faisait partie du groupe de pilotage de la démarche de consensus, elle est donc la directrice de la partie médico-sociale de la Haute Autorité de Santé. Et donc, Véronique Gady a présenté cette matière au collège de la Haute Autorité de Santé, et il y avait, cette matière était présentée en même temps qu'étaient présentés les repères structurants pour la protection de l'enfance qui viennent d'arriver pour l'évaluation des situations de danger de l'enfant. Et il y avait apparemment des enfants et des adolescents qui étaient présents à ce moment-là. Et Véronique a donc présenté notre terminologie, pour reprendre le mot de Marie. Et voici ce qu'a dit un adolescent. Véronique nous l'a écrit. Il faut vraiment saluer avec force ce travail qui est extrêmement structurant, tant pour l'amélioration des repérages et des prises en charge que pour la poursuite des prises de conscience du problème par nos sociétés qui oublient avec détermination que nous sommes tous notre enfance. Alors, je ne sais pas comment ça sonne pour vous, mais pour nous, c'est évidemment très, très émouvant. Je parle de Colline et Dominique et moi qui avons reçu ce commentaire. Et Jean, tu peux tout à fait poser une question. Jean Vils a demandé la parole. J'espère qu'il va la prendre maintenant que je la lui donne. Oui, je vais la prendre. Merci. Merci Alice. Bonsoir Jean. Bonsoir. Oui, je suis bénévole à l'association Alma Paris. Florence, vous avez posé une question. Vous avez dit quels seront les acteurs susceptibles de porter la parole autour de la question de la maltraitance. Et quand on regarde tous les acteurs que vous avez cités, il y a un acteur qui n'apparaît pas, ce sont les victimes de la maltraitance. C'est-à-dire en fait les personnes elles-mêmes maltraitées, comme si tout d'un coup ceux qui étaient maltraités ne pouvaient pas à un moment ou à un autre s'exprimer sur la façon dont ils considèrent, dont ils peuvent penser, imaginer les politiques publiques. Et donc, ma question, elle était autour de cette question, enfin de ce problème-là, c'est comment peut-on, à un moment donné, associer, je dirais, ceux qui vivent, ceux qui subissent la maltraitance, à un moment, dans ces débats, dans ces définitions, dans ces politiques publiques, ou est-ce que finalement, la maltraitance, c'est toujours ceux qui la voient, ceux qui la constatent, qui en parlent. Et ça pose d'ailleurs toute la question de ce qui se passe à Alma. Hein, Alma est une association qui souhaite que les personnes maltraitées arrivent à se prendre en main, à sortir dans la mesure du possible, même si on peut les aider à certains moments de ces situations de maltraitance. Et donc voilà, je pense que c'est une question importante. Oui, tout à fait. Votre remarque et votre question est très pertinente. Et c'est vrai qu'il n'existe pas d'association de personnes maltraitées. Alors, c'est vrai que dans des bénévoles administrateurs, des défenseurs des droits des personnes âgées, il peut y avoir évidemment des regroupements de retraités, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'ils se préoccupent de la maltraitance. Et c'est vrai que, comme vous l'avez très bien mentionné, c'est vrai que les personnes qui appellent aux associations Alma, il peut y avoir des personnes victimes de maltraitance, mais c'est très souvent des témoins de maltraitance. Et c'est vrai que les personnes qui sont victimes, elles ont souvent une certaine honte et une certaine difficulté. Elles ne sont pas en force, en fin de compte, pour aller se défendre. Et je pense que c'est surtout pour ça que
qu'elles n'arrivent pas, qu'elles n'ont pas d'influence sur les politiques publiques. Alors c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que on pourrait, au niveau comme je disais tout à l'heure, des fédérations, des associations de retraités ou qui représentent des personnes âgées, essayer justement de sensibiliser ces personnes-là à la question de la maltraitance parce que justement, actuellement, ça ne paraît pas dans leurs préoccupations premières. Donc, je crois que c'est peut-être là le problème, d'où la question aussi de la formation et de la sensibilisation de ces associations et de tous ces publics à la question de la maltraitance, parce que pour moi, le problème principal, c'est que le public en général n'est pas sensibilisé à la maltraitance, quel que soit son âge. Florence, si je puis me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce dernier point, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire. Moi, il me semble que quand des associations de patients se mettent à engager des discussions sur ce qu'on subit à l'hôpital, que quand des cercles de proximité, de confiance dans lesquels les gens se reconnaissent sont là, eh bien, les récits s'ouvrent tout de suite. J'ai malheureusement, et j'en profite pour saluer Sandra Roumani qui est là avec nous et j'en suis ravie, mais j'ai malheureusement, je pense qu'elle pourrait le dire aussi, de la part de certaines connaissances que j'ai dans mon cercle des personnes en situation de handicap qui vivent en permanence des situations de maltraitance. Je regrette aussi d'avoir à dire que la plupart des personnes à qui je parle qui ont eu un père ou une mère ou un frère âgé à l'hôpital ont énormément de récits de maltraitance. Donc, il me semble que le fait effectivement d'avoir des corps constitués, des syndicats, enfin je ne sais pas comment le dire, constitués, ça oui, on n'en a pas, mais quand même, quand on assiste à un conseil consultatif national des personnes handicapées, quand on parle d'un certain nombre de problèmes, ils ne vont pas s'énoncer comme maltraitance, ils vont s'énoncer comme absence d'accessibilité de ceci ou de cela, voilà, ça va s'énoncer autrement. En fait, les récits, ils sont partout. La question, c'est, ils ne sont pas agrégés et ils ne forment pas une matière qui, entre guillemets, se défend elle-même. Pas plus dans la recherche que chez les personnes. Peut-être que le Covid commence à changer ça quand même. Jean, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Il me semble qu'on a eu quand même une cristallisation de certaines choses avec cette crise qui faisait exploser quand même les situations et qui leur a donné, alors une visibilité durable, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas un petit peu plus de visibilité dans le corps social. Ce que je voulais dire, que par exemple, les représentants des personnes âgées, les fédérations, les associations, quand on les rencontre, la maltraitance n'est pas c'est eux qui sont souvent les porte-parole des personnes dites âgées, et la maltraitance n'est pas dans leurs préoccupations. Ils découvrent souvent. C'est surtout dans ce sens-là que je voulais le dire. Autrement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire à propos de toute la maltraitance, notamment dans les hôpitaux, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est juste en fin de compte que les associations et fédérations qui sont censées porter la parole des personnes âgées ne sont pas préoccupées par la maltraitance, souvent parce qu'elles ne sont pas informées. Merci Florence. Je ne sais pas si Jean veut rajouter quelque chose. Ouais, si je rajoute quelque chose, ça serait aller dans ton sens. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit ce qui se passe à l'hôpital et ce qui s'est passé pour le Covid et ce qui se passe encore aujourd'hui, le nombre de témoignages de personnes qui ont subi elles-mêmes des maltraitances ou des proches qui ont constaté des maltraitances a été très important. Et il n'y a pas que les représentants des usagers à l'hôpital qui peuvent en parler, il y a vraiment les personnes elles-mêmes et leurs proches. Donc, on peut avoir des témoignages directs. Bon, il faut savoir où aller les chercher et comment, c'est vrai, ce n'est pas si facile que ça, mais on peut vraiment avoir les témoignages des personnes elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si Marie, Philippe veulent rejoindre la discussion, ajouter des questions ou des remarques. Tellement de choses à dire, en fait. Concernant la parole des personnes aînées qui ont vécu de la maltraitance, effectivement, je vous dirais même en recherche, il faut avoir tout un doigté pour réussir à les mettre en confiance, les identifier, les inviter à venir nous parler. Mais quand on a l'occasion de s'asseoir et de faire des entrevues en profondeur avec ces personnes, elles ont tellement de choses à nous raconter.
Par contre, ce qui m'a frappé dans un projet qu'on est en train de terminer, donc je suis en pleine rédaction de rapport, c'est une étude qui a été financée, en fait, une recherche scientifique qui a été financée par l'Office des personnes handicapées du Québec, qui porte spécifiquement sur la maltraitance envers les aînés ayant des incapacités, où on a voulu aller recueillir non seulement leur expérience de la maltraitance, mais aussi toute leur expérience du parcours de service. Et c'est incroyable quand on a fait notre recension des écrits pour se rendre compte que le parcours de service de ces gens-là n'a jamais été étudié nulle part. On n'a trouvé aucun article scientifique, aucun. Donc, dans une perspective de thèse comme celle de Florence, où on veut parler de politique publique, d'organisation des services et tout ça, c'est effectivement probablement quelque chose qui n'est pas exploré. Donc, et souvent, les gens connaissent très peu les ressources, ils vont finir par connaître celles qu'ils ont sollicitées pour éventuellement se sortir de leur situation de maltraitance. Et Dieu merci, il y a des gens qui les entourent parce qu'ils ne peuvent pas porter sur eux-mêmes le fardeau de trouver les ressources et de cogner à chaque porte. Donc, il y a un travail immense à faire. On aura certainement une discussion, Daniel, Florence et moi, pour voir comment on pourrait éventuellement inclure la parole de quelques personnes aînées qui ont vécu de la maltraitance et qui auraient des choses à dire sur les parcours de service et les politiques publiques, parce qu'il faut quand même se rappeler que la thèse de Florence était moins sur une réflexion sur les pratiques en tant que telles, mais bien sur l'organisation même, la planification en France de la lutte contre la maltraitance. Mais merci de votre commentaire, Jean. Je crois que Philippe voudrait ajouter quelque chose. Il faut réactiver le micro, Philippe. Oui. Ah, on a un petit problème là, on a perdu Philippe. Manifestement, il y a un petit problème de réseau. Très important de victimes, mais aussi d'auteurs qui demandaient de l'aide. Je pense qu'il y a peut-être une dimension là aussi à ne pas sous-estimer dans la famille, de travailler avec les auteurs. Ils peuvent parler, les auteurs, hein, aussi, ils peuvent raconter des choses. Alors, il n'y a pas de syndicat d'auteurs, mais ils ont aussi des choses à dire. Hein. Bon, je pense qu'il y a je reste un peu de moi dans ce contexte-là. C'est comment, à un moment donné, on peut aider dans ce lien-là, parce que ce lien familial, on ne peut pas le détruire. Hein, c'est illusoire de détruire un lien mère-fille. C'est bien un des problèmes qui est souvent posé. Enfin, on dit, mais pourquoi elle accepte ça? Ben oui, parce que c'est son fils, parce que, etc., etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire d'aide à changer de place peut-être, hein, ou à améliorer les choses. Et je crois que c'est vraiment une dimension, également avec les auteurs, qui est importante. Les auteurs demandent à être aidés aussi. Hein. Il ne faut pas rester dans du binaire, quoi, un petit peu. Hein. Il faut trianguler autour de ça. Merci beaucoup, Philippe. Je pense que ce sera peut-être le mot de la fin. Vous êtes restés très nombreux jusqu'à 20h. Vous êtes encore une soixantaine avec nous. Merci beaucoup d'avoir tenu. Et merci Marie de nous avoir rejoints. Merci à tous nos amis du Québec et de Belgique que la visio nous a permis d'avoir avec nous malgré les distances. Merci beaucoup à Florence et Philippe pour cette invitation. Et donc à bientôt pour la suite. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et merci. Au revoir, merci.